Je vais commencer par des remerciements. Remercier Vincent pour son accueil. J'ai l'impression finalement d'être un membre à part entière de l'Université de Montréal, puisque je reviens quasiment toutes les 3 semaines. Donc je suis ravi d'être ici. Je remercie monsieur le doyen Nicolas Borga pour m'avoir fait participer à ce projet, et puis Jean-Christophe Roda pour ne pas s'y être opposé, même si je sais qu'il voulait éventuellement éviter que je puisse venir et critiquer, vous allez le voir, tout ce qui existe en matière de legal tech et de logiciels prédictifs. Alors, le thème qui est le mien, c'est legal tech, logiciels prédictifs et droits fondamentaux. Et je vais essayer, vous allez le voir, d'avoir une approche qui est assez prospective. Je vais utiliser mes 25 minutes, je préviens tout de suite. Et avoir une approche assez prospective, puisque les logiciels, pour l'instant, qui font de la prédiction, n'existent pas en tant que tels. On fait de la rétrospective, on essaie de faire de la prévision, mais pas encore de la véritable prédiction. En revanche, le rôle du juriste, me semble-t-il, c'est d'anticiper sur les difficultés, d'essayer de voir quels sont les risques juridiques qu'on a évoqués. Et moi, je vais surtout les aborder sous l'angle des droits fondamentaux. Donc on a un mouvement qui a plusieurs fois été évoqué, un mouvement de numérisation du monde, disent les intellectuels, numérisation juridique et des métiers du droit en particulier. Et les legal tech sont les acteurs principaux de ce grand mouvement de numérisation que certains appellent déjà un mouvement de numérisme juridique, sur lequel je reviendrai plus tard. Alors, sur les legal tech, moi aussi j'avais une définition, et donc je vais vous en faire part. Elle vient d'une association de legal tech qui date du 17 décembre 2017 et qui définit les legal tech de cette manière. Alors peut-être beaucoup mieux que la définition que tu as évoquée tout à l'heure de certains intellectuels. La définition est la suivante: toute organisation qui fait usage de la technologie pour développer, fournir, permettre l'accès des justiciables ou des professionnels du droit à des services facilitant l'accès au droit et à la justice. Alors quand on lit cette définition, on a l'impression que les legal tech viennent sauver le pauvre droit et les pauvres juristes, et qui va permettre de rendre cette matière beaucoup plus noble et beaucoup plus juste. On va voir justement que la vérité est beaucoup moins positive et beaucoup moins optimiste. Alors, a priori, les legal tech, aujourd'hui, c'est surtout 80% de non-juristes qui sont accompagnés de juristes. En tout cas, ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas faire du droit sans juriste, mais il y a maintenant des professionnels du droit qui eux-mêmes montent leur legal tech, notamment les avocats. À peu près 13% aujourd'hui des legal tech sont des legal tech qui ont été mis en place par des avocats. Alors, ils sont très variables. Vous avez des legal tech montés par des avocats comme LexDev, vous en avez d'autres montés par des personnes qui sont sensibles au notariat comme MyNotary, ou encore éventuellement même le Conseil supérieur du notariat a monté une plateforme numérique qu'on appelle Notaviz. Et puis vous avez aussi d'autres professions. Je sais que les huissiers de justice et les avocats se sont rapprochés de Médicis pour utiliser leur logiciel en matière de médiation. Et donc on voit bien que c'est un marché qui est en plein développement. Les services sont très divers. On peut avoir uniquement des legal tech qui permettent d'informer, donc d'accéder à l'information, d'autres qui permettent d'aider à la rédaction d'actes, d'autres encore qui préparent une éventuelle résolution du litige, et puis d'autres qui aident les personnes à engager des procédures ou encore à trouver des financements pour pouvoir engager de telles procédures. Alors moi je vais m'intéresser en particulier à une forme de legal tech qui est celle des logiciels prédictifs. Logiciels prédictifs, il y en a de 3 sortes pour schématiser. Ceux qui prétendent donner une sorte de solution possible, probable du juge s'il était saisi. Donc là, c'est la fonction de résolution du litige en termes de probabilité. C'est ce que propose Predictis et qui ne fonctionne pas du tout, selon l'expérience en tout cas des juridictions françaises. Alors Predictis m'écrira pour me dire qu'ils sont prêts à nous accueillir pour qu'on voit comment le logiciel fonctionne, mais c'est impossible pour l'instant, et vous allez le comprendre à la fin de mon intervention, en tout cas je l'espère. Vous avez également une autre fonction qui est celle d'évaluation, là beaucoup plus pertinente puisqu'il s'agit d'évaluer des montants, des indemnités. Et là, on a un travail qui permet de peaufiner ce qui existe déjà dans le monde réel, qui est celui des barèmes. Et puis, il y a une fonction d'argumentation, très utile là aussi, qui est d'identifier des éléments de fait et des éléments de droit qui paraissent pertinents et qui peuvent mieux convaincre que d'autres.
ou en tout cas des éléments qui peuvent être plus utiles à votre démonstration, et donc c'est ce que permettent certains logiciels dits prédictifs. Alors on n'a pas affaire à une véritable prédiction, et je vais reprendre une formule d'Antoine Garapon qui résume assez bien ce que les logiciels prédictifs peuvent permettre aujourd'hui, c'est rendre transparent un niveau de réalité jusqu'à présent inaccessible. C'est rendre visible ce qui pendant longtemps a été invisible. Voilà ce que permettent aujourd'hui les logiciels dits prédictifs. Alors pourquoi s'y intéresser? Parce que, comme je l'ai dit, certes nous faisons partie de la doctrine, mais nous sommes également des juristes qui prenons la plupart du temps en tant qu'universitaires des distances avec l'objet, et ce qui nous permet d'être plus vigilants que des personnes qui ont les mains dans le cambouis et qui, justement, n'attendent qu'une chose, c'est soit gagner de l'argent, soit faire gagner leurs clients, ou éventuellement économiser de l'argent et du temps, alors que l'universitaire, lui, essaye, avec une doctrine qui est plus ou moins pratique, plus ou moins axée sur l'actualité, plus ou moins au service d'une doctrine pure ou d'une doctrine pratique, mais va essayer de voir quels sont les dangers. Et les dangers, pour le thème qui me concerne, eh bien, ce sont les droits fondamentaux qui sont concernés. Et lorsqu'on évoque les droits fondamentaux, il y en a de deux catégories qui ont un lien inextricable, vous allez le voir. Ce sont les droits fondamentaux dits substantiels, tous les droits subjectifs fondamentalisés, et puis les droits fondamentaux processuels qui ont déjà été un peu évoqués, sur lesquels je reviendrai, qui concernent l'impartialité, l'indépendance de la justice et toutes ces questions. Alors pourquoi, toujours à titre introductif, pourquoi le contexte est aujourd'hui favorable? D'abord parce qu'on a un contexte technologique qui encourage le développement des logiciels prédictifs. Vous avez une dématérialisation des documents, des actes, des procédures, une numérisation, une standardisation même des modèles, et les chantiers de la justice, c'est-à-dire c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour évoquer les grandes réformes qui sont en cours en procédure civile en France, les chantiers de la justice considèrent qu'il faut encourager cette numérisation, qu'elle est bonne pour la justice, pour une certaine forme de justice, on va le voir, notamment la justice amiable, puisque le mot d'ordre des chantiers de la justice, c'est numériser pour déjudiciariser. Je ne partage pas l'engouement qui existe aujourd'hui pour la médiation. Je pense que ça va susciter pas mal de discussions dans la salle. Mais en tout cas, sachez qu'il y a ce contexte technologique favorable au développement des legal tech. Contexte politique favorable qui a été évoqué, puisque depuis J21, on a une image un peu très noble du magistrat. Ce magistrat qui devrait justement se concentrer sur des matières et des fonctions beaucoup plus nobles, qui est de trancher le litige, mais dans des grosses affaires complexes. Et on devrait le libérer d'un certain nombre de commodités, d'un certain nombre d'actes répétitifs, voire d'un certain nombre de contentieux, les contentieux de masse, qu'on appelle ici, et j'apprécie beaucoup le terme, de basse intensité. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce contentieux de basse intensité, qui est le terme le plus neutre qu'on peut trouver pour essayer de dire qu'il y a des petits litiges qui ne méritent pas d'avoir un véritable juge. Et vous allez voir que je n'ai pas totalement tort. Également, l'idée dans la conception politique, c'est la conception économique. Ça a été évoqué par Jean-Christophe Rodard. On raisonne en termes de réduction des coûts, de réduction du temps. On veut justement essayer d'organiser, de gérer la justice comme une entreprise. On parle de management judiciaire. Donc ça, c'est tout de même l'idéologie du marché qui l'emporte aujourd'hui sur le modèle de l'État, et ce n'est pas négligeable. On parle de gestion des litiges, de trouver une solution, pas une décision, une solution. C'est une autre manière d'aborder les choses, et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et avec cela, le mouvement favorable au profit des modes de règlement amiable des différends, qui est inextricablement lié à ce progrès de la justice numérique et à ces questions des legal tech, mais c'est quelque chose que d'autres auteurs ont approfondi, notamment Soraya Amranimeki, mais c'est un point sur lequel je reviendrai. Alors ce que je voudrais faire, moi, avec vous, c'est essayer de voir dans quelle mesure les legal tech et les logiciels prédictifs en particulier eh bien, peuvent être une menace. Ce n'est qu'une interrogation, mais je ne suis qu'un juriste, donc je me pose beaucoup de questions, je donne peu de réponses, mais je crois que c'est l'objectif qui est le nôtre en tant qu'universitaire en tout cas. Et il y a une menace pour les droits fondamentaux substantiels, à l'évidence. Il y a également une menace pour les droits fondamentaux processuels, et ce sont les deux temps, finalement, de mon intervention. D'abord, les logiciels prédictifs sont-ils une menace pour les droits fondamentaux substantiels? Alors, je vais essayer justement de jouer le jeu et d'essayer de voir ce qu'il y a de bien dans les legal tech et les logiciels prédictifs, les bienfaits attendus de ces logiciels, mais en même temps essayer d'avoir un regard un peu critique et puis de souligner les méfaits probables de ces logiciels prédictifs sur les droits fondamentaux substantiels. Alors les droits fondamentaux, quand je les évoque, droits fondamentaux au sens très très large, ce ne sont pas simplement les droits qui sont consacrés par des textes fondamentaux tels que la Constitution en France ou la Convention européenne des droits de l'homme,
mais c'est au sens matériel, c'est-à-dire des droits qui véhiculent des valeurs fondamentales rattachées à la personne humaine et à cette notion très large de dignité de la personne humaine, ce qui donne finalement un champ d'action beaucoup plus large. Quels sont les bienfaits attendus des logiciels prédictifs? D'abord, renforcer l'égalité devant la loi. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de logiciels dits prédictifs qui permettent, dans des contentieux dits quantitatifs ou indemnitaires, eh bien, de traiter de manière égalitaire un certain nombre de justiciables. Et c'est une très bonne chose. C'est ce que l'on faisait auparavant avec le système des barèmes. Donc, quand il s'agit de déterminer le montant d'indemnité lorsqu'un licenciement est injustifié, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des dommages et intérêts pour des préjudices qui ont été causés, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire, il n'est pas injuste d'encourager les logiciels prédictifs qui vont pouvoir déterminer des montants qui seront les mêmes, quelle que soit la juridiction saisie. En ce sens, il n'y a pas de nouveauté. Les logiciels prédictifs permettent d'affiner, tout simplement, de faciliter ce travail d'harmonisation, mais dans un contentieux très particulier, qui est un contentieux purement quantitatif et un contentieux indemnitaire. Autre point positif, on améliore la prévisibilité du droit. Il faut se rappeler qu'en France, le Conseil constitutionnel a fait de la lisibilité, de l'intelligibilité, de l'accessibilité du droit un objectif à valeur constitutionnelle. Et il est vrai que les logiciels prédictifs, comme on les appelle, eh bien, contribuent à renforcer cette meilleure lisibilité, cette meilleure intelligibilité. Alors, il y a ce qu'on a évoqué, le système du if-then du droit, qui est le syllogisme formel, mais le droit, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Et on a d'ailleurs bien compris dans les domaines de legal tech qu'il fallait aller au-delà du système expert, qui raisonne sur modèle logique de if-then, pour développer ce qu'on appelle des réseaux neuronaux, donc des algorithmes d'apprentissage, des machine learning, des deep learning, qui permettent même d'intégrer un système de valeurs, qui permettent de tenir compte des standards juridiques. Donc on a une intelligence artificielle qui est encore faible, mais qui se fortifie. Et on s'achemine vers une véritable intelligence forte. Alors ces logiciels, pourquoi permettent-ils de rendre le droit plus prévisible? Parce qu'on a beaucoup de domaines dans lesquels on raisonne en termes de probabilité. Et peut-être que dans ces domaines, mais c'est encore uniquement à titre prospectif, dans ces domaines, les logiciels prédictifs apporteront plus de prévisibilité, la probabilité dans la perte d'une chance en matière de responsabilité, la probabilité qui permet de répartir la charge de la dette dans la contribution à la dette entre les responsables, ou dans le projet de réforme, on prévoit d'utiliser le terme de probabilité. Est-ce que les logiciels prédictifs ne permettront pas d'avoir une meilleure connaissance de cette fameuse probabilité? On a également des domaines dans lesquels il faut opérer des bilans. Par exemple, en matière environnementale, il y a le principe de précaution. Ce principe de précaution suppose de prendre des mesures lorsque, après un bilan coût-avantage, eh bien, on a un risque de dommages graves et irréversibles. Avec ces notions à contenu variable, est-ce que les logiciels prédictifs ne vont pas apporter un peu plus de prévisibilité? En tout cas, ce sont des questions que l'on se pose. Également, il y a souvent, dans des contentieux où la preuve est difficile à établir, puisqu'il y a une incertitude scientifique, on utilise assez fréquemment les présomptions du fait de l'homme, des indices précis, graves et concordants. Dans quelle mesure les logiciels prédictifs ne permettraient pas, eh bien, non pas de remplacer l'appréciation du juge, mais de l'aider à mieux mettre en œuvre cette fameuse présomption du fait de l'homme, avec des éléments qui lui permettraient d'avoir un point de vue, en tout cas, plus homogène, plus cohérent. Voilà, tous ces éléments, vous le voyez, participent des bienfaits. Alors bien entendu, avec tout cela, les bienfaits, c'est que beaucoup de personnes qui mettent en place ces legal tech réfléchissent à une cyberéthique. C'est Yannick Menesser qui a utilisé le terme, une cyberéthique alors qui viendra soit d'une autorégulation, vous avez des chartes de comportement, des chartes éthiques qui sont développées par des associations, ça peut être également non pas de l'autorégulation, mais de la régulation. On a actuellement la CNIL qui propose la mise en place de ce qu'elle appelle une plateforme nationale d'audit des algorithmes, qui permet justement de veiller par anticipation à éviter un certain nombre de risques ou de vices. Et au-delà, la CEPEJ, qui est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui réfléchit là aussi à d'autres instruments qui permettraient d'encadrer de manière souple les différentes legal tech et de poser une véritable éthique des legal tech. Voilà tous les éléments positifs. Alors, pour les droits fondamentaux substantiels, il y a néanmoins également des méfaits. Des méfaits, pas simplement des bienfaits, en amont, au moment de la récolte des informations, puisque nécessairement, on l'a dit, les legal tech reposent sur un ensemble de données. Sans ces données, les legal tech ne sont rien, en tout cas pour les logiciels prédictifs, qui est l'objet de mon intervention. Et puis il y a également en aval, au moment de l'utilisation des données, ça a été un peu évoqué, j'y reviendrai, il y a aussi d'autres risques pour les droits fondamentaux. D'abord en amont, au moment de la récolte, il va falloir bien réfléchir à la conformité de ces logiciels prédictifs
et de ces legal tech avec le Règlement général sur la protection des données personnelles, RGPD, puisque en la matière, on va nécessairement être amené à utiliser des données personnelles, des données sensibles, et même parfois des données insignifiantes qui, grâce à des algorithmes d'apprentissage, vont permettre justement de reconstituer une personnalité, de réidentifier des personnes. Et donc, dans quelle mesure ces legal tech sont-elles compatibles, conformes aux exigences des RGPD? Puisque d'une manière générale, avec le big data et l'open data, vous allez avoir ce que certains ont appelé une sorte de casier juridique géant dans lequel on va venir piocher des éléments et qui vont permettre éventuellement de les utiliser contre une personne. Donc dans quelle mesure ces logiciels sont-ils conformes au règlement? Alors on a bien entendu, pour éviter tous ces abus et ces atteintes aux droits fondamentaux que constituent les données personnelles, la vie privée, le principe de non-discrimination, on a un certain nombre de textes qui existent déjà. En droit pénal, en matière de liberté de la presse, par exemple dans les contentieux qui touchent à la diffamation, la loi de 1881 interdit justement de divulguer des noms. On a donc des contentieux de ce type et des règles spéciales qui existent. Dans le cadre du RGPD, il y a d'autres principes qui sont posés et qui ne donnent pas encore lieu à une mise en œuvre, mais on veut renforcer l'anonymat des parties et des témoins. Textes qui existent déjà, mais que l'on veut enrichir, puisqu'on s'est rendu compte que les textes qui raisonnaient en termes de données personnelles et de données sensibles n'étaient pas adaptés à ces algorithmes qui étaient capables, avec des données qui n'avaient apparemment aucun intérêt, eh bien, de recouper les informations et de reconstituer ainsi une individualité et être susceptible de porter atteinte à ce droit fondamental, comme on l'appelle, que sont les données personnelles. Mettre en place un principe de transparence, l'accountability a été évoqué, cela aussi a été traité dans le cadre du règlement sur la protection des données personnelles. Il reste à mettre en œuvre l'ensemble de ces dispositions. Améliorer les systèmes de contrôle et de sanctions. On pense notamment à la mise en œuvre d'actions de groupe européennes. Il y a une action de groupe, par exemple, actuellement en France, mais l'objectif pour pouvoir lutter efficacement contre les atteintes que peuvent porter ces logiciels prédictifs aux données personnelles, eh bien, c'est de développer des actions de groupe et des actions de groupe qui seraient uniques sur l'ensemble de l'Union européenne. On propose également de renforcer le privacy by design, qui est le principe même du règlement sur la protection des données, par un privacy by using, en permettant aux utilisateurs eh bien, de conserver leurs données dans un cloud fermé, et justement d'autoriser l'accès, mais au cas par cas, et que ça ne soit pas à la disposition des entreprises. On prévoit même, pour certains, d'accorder un droit de propriété sur les données, mais il n'y aurait pas de révolution. Au même titre que la propriété littéraire et artistique, il y aurait une sorte de bundle of rights, c'est-à-dire un ensemble de droits qui peuvent être partagés. Le responsable de traitement aurait certains droits sur les données, la personne concernée par ces données aurait d'autres droits sur ces données, et il y aurait une répartition des droits, et beaucoup essayent de réfléchir en termes de propriété des données pour mieux protéger ces données personnelles. Alors très brièvement, en aval, il y a d'autres risques au moment de l'utilisation de ces données. Certains pensent que les logiciels prédictifs eh bien, ne sont pas totalement conformes au droit à l'oubli, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'effacer des données. Très souvent, ce sont des données dérivées, construites à partir de données brutes, et pour les effacer, celles-ci, elles sont beaucoup plus compliquées. Donc il va falloir réfléchir à la conformité de ces legal tech et de ces logiciels prédictifs avec ce fameux droit à l'oubli. Vous avez également en matière pénale un certain nombre de principes fondamentaux que certains pensent être menacés par l'utilisation des logiciels prédictifs. Le principe d'individualisation de la peine. Est-ce que lorsqu'on utilise un logiciel prédictif qui permet de prendre des décisions comme celles que vous avez évoquées, est-ce que je détermine la peine par rapport au risque de récidive? Est-ce que j'accorde une liberté conditionnelle? Est-ce que j'accorde la détention provisoire? Est-ce que je peux prévenir même un certain nombre d'infractions? Vous avez évoqué le système Compass, et il est vrai qu'il pose pas mal de difficultés. Donc ça porte atteinte à des principes qui ont valeur constitutionnelle en France, tels que le principe d'individualisation de la peine, mais également, on l'a vu, des problèmes de discrimination, puisque vous avez une forme de déterminisme et une sorte de reproduction des préjugés sociaux, et qui est assez dangereuse. Et beaucoup de spécialistes en droit pénal en France considèrent qu'en réalité, on n'a pas besoin de ces logiciels prédictifs dans les domaines que vous avez évoqués, en matière de détention provisoire ou de liberté conditionnelle. Ce qu'il faut, c'est multiplier le nombre des psychiatres, des psychologues, et ce sont eux qui sont les mieux placés pour essayer de savoir si une personne peut sortir ou non. Et la plupart du temps, ils vous disent qu'il y a une chance sur deux de se tromper. Et eux, qui sont vraiment sur le terrain, vous disent que les logiciels prédictifs ne changeront rien à ce qui est quelque chose qui relève de la nature humaine et que les logiciels ne peuvent pas régler. Alors voilà globalement pour la menace possible à l'encontre des droits sociaux, des droits fondamentaux substantiels. Pour finir la deuxième partie, il y a également probablement une menace à l'encontre des droits fondamentaux processuels. Alors,
Le développement du numérique dans le procès, la justice en général, a été développé dans tous les rapports. Rapport sur la transformation numérique, rapport Agostini, tous les derniers rapports évoquent cette nécessité qu'il y a d'accorder une place plus importante au numérique dans le cadre du procès. Simplement, on va voir que ça peut constituer une menace pour le procès équitable, tel qu'on l'entend dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis même une menace pour la fonction même juridictionnelle, et c'est l'office du juge ici qui est concerné, et que je voudrais évoquer, qui a été évoqué tout à l'heure. D'abord, une menace pour le procès équitable. D'abord, je commencerai toujours par évoquer les vertus, parce qu'il y a un certain nombre de vertus au regard du procès équitable, et puis j'insisterai sur les vices. Pour ce qui est des vertus, d'abord, les logiciels prédictifs permettent un meilleur accès au droit. Il est vrai qu'on va, grâce à ces logiciels, avoir une meilleure connaissance de la jurisprudence, un meilleur accès à cette jurisprudence, rendre visible l'invisible, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on va leur permettre également d'accéder à une justice, à une certaine forme de justice, peut-être pas celle du juge, mais à la justice de la médiation, justice des modes de règlement amiables, puisque très souvent les logiciels prédictifs vont établir une probabilité de succès, et en fonction de cette probabilité de succès, on vous encouragera justement à aller chercher vers la médiation. Et c'est exactement l'objectif poursuivi par la loi de programme en France et les chantiers de la justice, numériser pour déjudiciariser. Il y a donc un lien inextricable entre le développement du numérique dans le cadre de la justice et le développement de la justice amiable. Autre vertu pour le justiciable, c'est une meilleure cohérence des décisions. Puisque très souvent vous avez en France donc un principe de mobilité des juges, et donc les magistrats ne restent pas dans la même juridiction, et lorsqu'ils partent, ils emportent avec eux la mémoire des juridictions. Donc il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de cohérence. Et finalement, ces logiciels prédictifs permettraient de conserver une sorte de mémoire de la juridiction et d'appliquer le principe de cohérence qui était développé par Ronald Dworkin, qui évoquait justement le droit comme un roman qui était écrit par plusieurs romanciers et qui devait justement, à chaque fois qu'ils écrivaient à la suite d'un autre romancier, respecter la cohérence d'ensemble. Ce que vont permettre de faire les logiciels prédictifs. Également, très souvent, des magistrats ont un contentieux qui, à 95%, est spécialisé dans un domaine qu'ils connaissent bien, et puis ils ont parfois 5% de contentieux qu'ils ne connaissent pas. Les logiciels prédictifs vont permettre peut-être de leur donner une petite idée de ce qu'on a l'habitude de faire en matière de brevets, alors qu'habituellement ils travaillent uniquement sur les procédures collectives. Vous voyez, c'est cette utilisation en termes de continuité, de cohérence et de connaissance qui permettrait en tout cas de valoriser ces logiciels prédictifs. Alors maintenant, les vices. Les vices d'abord pour les justiciables. Les justiciables, il y a d'abord une inégalité d'accès à la justice. Je vais vous lire un article du Code de l'organisation judiciaire, qui est l'article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire, et qui dit la chose suivante. Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Et bien justement, avec les logiciels prédictifs, je doute qu'il y ait un égal accès à la justice. Il y a des différences qui sont opérées. D'abord entre les contentieux de masse, les petits contentieux, ou les contentieux de basse intensité, qui, eux, ne mériteront pas d'aller voir un juge. Et d'ailleurs, c'est la politique d'ensemble, c'est le mouvement d'ensemble. On peut ne pas le partager. Et qui consiste à dire que ceux-là, il faut qu'ils utilisent les logiciels prédictifs qui vont nous donner une probabilité de succès à peu près de 40%, en leur disant, vous voyez, vous n'avez pas d'intérêt à aller devant le juge, ou éventuellement, vous avez 90% d'obtenir telle chose. Donc, dans le cadre d'une médiation, on vous propose la même chose que ce que vous auriez pu avoir dans le cadre du logiciel prédictif. Ce qui donne lieu à une médiation qui n'est plus une médiation. Parce que le principe même de la médiation, c'est de ne pas faire appel au droit. Le principe même de la médiation, c'est de mettre fin au conflit qu'il y a derrière le litige et de mettre fin aux différends, l'idée de paix sociale. Et en réalité, dans cette médiation que l'on propose ici, c'est une médiation adhésion, c'est le terme qui avait été utilisé par Soraya Amranimeki, pour distinguer la vraie médiation de gré à gré, où il y a une vraie discussion, et la médiation adhésion, où on vous dit voilà ce qui va être décidé, vous prenez ou vous ne prenez pas. Est-ce que c'est vraiment un égal accès à la justice? Alors certains vous diront, oui mais attention, vous avez toujours la possibilité de saisir le juge. La médiation n'est qu'une première étape. Alors allez expliquer à quelqu'un que justement il aura 24 mois pour obtenir une décision, que ça va lui coûter beaucoup d'argent, notamment au Canada, et qu'il a là la possibilité immédiatement d'obtenir un petit quelque chose, psychologiquement il n'ira pas plus loin. Le problème c'est de mettre 24 mois pour aller voir un juge. C'est ça le problème. C'est ça qui devrait être réglé. Mais on a choisi justement de botter en touche et de dire finalement,
Regardez, ils sont très contents, 90% des justiciables, notamment au Canada, sont très contents d'aller vers la médiation. Ben, ils sont très contents parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si vous leur disiez justement, avec le même délai, vous iriez voir un vrai juge, il n'est pas certain que le pourcentage soit le même. Et puis surtout, l'effet pervers que vous allez avoir, et notamment qu'on commence à voir en France, c'est que qui finance ce type de petits procès? Ce sont les assurances juridiques. Et les assurances juridiques sont en train d'utiliser les logiciels prédictifs actuellement en disant vous avez 90% de perdre le procès, je ne finance pas. C'est ce qui va se passer. Et ça va se multiplier. Et ça va rejaillir sur l'aide juridictionnelle. Parce que l'aide juridictionnelle fera la même chose. En disant vous avez 90% de perdre votre procès, je ne vais pas vous aider à agir en justice pour rien. Vous avez la possibilité d'un arrangement où vous allez obtenir un petit quelque chose, vous allez vers cet arrangement. Si vous voulez aller en justice, il n'y aura pas d'aide juridictionnelle. Voilà les effets pervers des logiciels prédictifs. Alors ça n'existe pas encore, mais notre rôle est justement d'anticiper. Autre problème, égalité d'accès pour les justiciables, pas du tout. Parce que vous allez avoir un combat de logiciels. Ceux qui ont les moyens d'avoir plusieurs logiciels, ou le logiciel Watson, Ross qui coûte une fortune, eh bien ceux-là vont pouvoir justement faire valoir des logiciels prédictifs très précis. Ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien continueront d'utiliser celui qui est en libre accès et qui n'est peut-être pas le plus performant. Et on a demandé au gouvernement français justement d'imposer un seul logiciel que tous devraient utiliser pour qu'il y ait une égalité de traitement. Mais le gouvernement a considéré que la concurrence était bonne, elle permettait d'encourager l'innovation et donc la multiplication de ces logiciels et leur amélioration technique. Oui, mais l'effet pervers, c'est que vous allez avoir des riches et des pauvres. Alors tout le monde va nous dire, mais oui, mais c'est déjà le cas. Il y a des riches, il y a des pauvres. Très bien, alors dans ce cas-là, ne changeons rien et continuons d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Juridiquement, bien entendu, puisqu'économiquement, c'est un autre débat. Autre problème à l'égard du juge. Là, j'ai vu les vices à l'égard du justiciable, mais à l'égard du juge, l'impartialité. Alors il y a l'impartialité subjective quand il connaît de l'affaire à titre personnel, et puis l'impartialité objective, une apparence d'impartialité. Or, à partir du moment où vous mettez à sa disposition des statistiques, des probabilités sur sa propre juridiction, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impartialité? Il y a d'ailleurs un logiciel qui est là aussi une légalité, qui est Supralegem, qui a fait une étude sur le juge administratif en matière de contentieux des étrangers. Et on a établi que certains juges à 90% étaient favorables aux étrangers, d'autres à 90% étaient favorables à leur expulsion. Et donc, en fonction de ça, on pouvait savoir ce que le juge, eh bien, la tendance qu'il avait, la faveur qu'il pouvait accorder. Et donc, de cette manière, est-ce qu'il est encore impartial lorsqu'il a connaissance de ces statistiques? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement le récuser. Mais le récuser pour aller trouver qui? Un autre juge qui lui-même a accès aux mêmes informations. Donc, finalement, on se retrouve dans en tout cas, un risque pour le principe d'impartialité qui a été évoqué par tous. Autre point important, c'est la question de l'indépendance. Elle a été évoquée, mais l'indépendance ici, habituellement, elle est surtout à l'égard du pouvoir exécutif ou à l'égard des médias. Maintenant, c'est à l'égard des logiciels prédictifs, puisque à partir du moment où vous savez que votre juridiction, dans 95% des cas, décide de telle manière, est-ce que vous allez être véritablement libre de décider autrement? Est-ce que vous allez éventuellement prendre la même décision en vous disant que peut-être je serai mal noté, puisque les magistrats sont notés, ça fait partie justement de leur promotion. Ou éventuellement, est-ce qu'on n'aura pas tendance à exiger de ces juges qu'ils motivent leurs décisions afin qu'ils expliquent pour quelles raisons ils ne vont pas dans le sens de la majorité, ou en tout cas des probabilités. Également, le risque de concurrence entre les juridictions existe. Il va y avoir une concurrence en termes d'attractivité, on va essayer d'attirer un certain nombre de contentieux, et il y aura du forum shopping, c'est également un risque. Et l'objectif, c'est peut-être de supprimer, ce serait une des solutions, de supprimer ce qu'on appelle les compétences d'options, enfin les options territoriales de compétences, parce qu'elles existent. Et ces options territoriales de compétences, si on les supprimait, ça réduirait déjà les risques de forum shopping. Pour l'instant, ce n'est pas le but. Alors quels seraient les remèdes? Le remède, ce serait d'instaurer de la collégialité, mais ce n'est pas la tendance, ça coûte trop cher. Donc on a de plus en plus de juges uniques, c'est encore beaucoup plus simple de savoir ce qu'un juge pense. On a une autre possibilité, c'est de ne pas encourager les opinions dissidentes, mais notre président de la République voudrait instaurer en France les opinions dissidentes, qui renforcera encore les risques d'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité. Vous l'aurez compris, pour ce qui est du procès équitable, il y a des menaces qui sont réelles. Et puis pour finir, menaces sur la fonction juridictionnelle. D'abord sur la fonction du procès. Comme le dit Frédéric Zenati, qui est professeur à Lyon, la fonction du procès, c'est d'instaurer, le procès est un lieu du social, donc c'est d'instaurer ou de restaurer la paix sociale. Et beaucoup insistent sur le fait que dans le cadre du procès, on est en dehors du temps, on essaie justement de prendre ses distances avec le conflit, encourager le dialogue, la discussion, c'est le droit d'être entendu, le droit de discuter avec un juge.
Avec les logiciels prédictifs, où dès que vous avez une probabilité qui est mauvaise, on vous renvoie vers les modes habillables de règlement des litiges, il n'est pas certain, justement, que ce soit véritablement conforme à cette conception que l'on a du procès. Ensuite, si les logiciels prédictifs, demain, prenaient beaucoup de place, au point, justement, d'inciter le juge, pour se faciliter la vie, à s'appuyer sur ce que l'on dit habituellement, et ce qui ressort des logiciels prédictifs quand ils seront beaucoup plus performants. Le risque, c'est qu'on ne pourra plus utiliser le procès tel qu'on le fait actuellement, par exemple comme une tribune. Vous savez qu'il y a certains procès qui sont engagés uniquement pour qu'on débatte d'une question de société. Les personnes qui agissent savent qu'elles vont être sanctionnées. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir faire parler leurs experts. C'est ce qu'on a eu en matière d'OGM, par exemple. Il y a eu énormément de procès où le procès a été utilisé comme une tribune. Il n'était pas une fin en soi. Et puis le jugement de Salomon. Vous connaissez tous le jugement de Salomon, où deux prétendus mères se partagent l'enfant en disant non, il est à moi, et puis le juge décide de découper l'enfant en deux. Et là, la vraie mère dit non, c'est pas grave. Je préfère que mon enfant vive. Bien, vous voyez bien que ce n'est pas dans la décision que réside en réalité l'objectif du juge, mais c'est dans l'effet, c'est-à-dire l'effet médiat de la décision qu'il allait rendre. Il savait que de cette manière, la véritable mère allait se révéler. Alors ce n'est qu'une histoire assez romancée de ce que pourrait être la justice, mais on voit bien que cette conception du procès qui ne se limite pas à trancher le litige, qui va bien au-delà des murs du procès, eh bien on ne pourra plus le faire si on accorde trop de place au logiciel prédictif. Autre point important, j'ai bientôt fini. Autre point important, on nous dit en droit français qu'il n'y a pas de droit à une jurisprudence figée, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000, et à contrario, on a donc le droit à une jurisprudence évolutive. On sait les bienfaits de cette évolution permanente du droit. C'est le Conseil constitutionnel qui consacre de nouvelles libertés, le juge des contrats qui donne à la notion de bonne foi des virtualités qu'on ignorait, telles que le principe de cohérence ou de coopération, c'est le juge de la responsabilité qui ne manque pas d'imagination pour créer de nouveaux préjudices. Et bien tout cela avec les logiciels prédictifs, est-ce qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle un effet performatif, qui consiste à dire que finalement l'avenir ce n'est que la reproduction du passé? Il y a un risque, et un risque réel, quand on sait le travail des magistrats. S'ils peuvent parfois rendre une décision qui va dans le même sens de ce qui avait été dit auparavant et ils n'auront même pas à se justifier, je pense qu'il y a un véritable risque. C'est ce qu'on appelle également la fameuse, je l'ai déjà évoqué, l'effet performatif, mais l'idée d'autoréalisation qui est un danger réel. Et puis, moi je dirais un dernier mot sur cette menace, c'est que très souvent, ce sont les petits procès qui font le grand droit. Et très souvent, les petits procès en droit de la consommation, en droit du travail, ceux qu'on voudrait justement renvoyer vers la médiation, ce sont eux qui évoquaient des questions fondamentales et qui ont fait évoluer notre jurisprudence. Alors mon dernier point, et c'est vraiment le dernier point, c'est l'effet sur la fonction de juger. On reprend souvent la formule de Carbonnier qui dit que le jugement est un doute qui décide. C'est pas simplement ça, c'est que le jugement c'est un système cognitif. Ça a été évoqué, l'interprétation, la qualification, tout ça se fait avec une précompréhension du monde, comme le dit Pierre Legendre. C'est-à-dire que c'est une activité humaine, avec sa part de doute, sa part d'erreur, mais juger, c'est ça. Et c'est pas simplement s'appuyer sur un ensemble de probabilités, un ensemble de chiffres, un ensemble de nombres. Le problème avec les logiciels prédictifs, c'est que ces logiciels fonctionnent de manière totalement neutre, puisque le droit, lui, repose sur la symbolisation, alors que le monde numérique sur la digitalisation. Et donc on a tendance à tout mettre sur un pied d'égalité. Les faits, le droit, les valeurs, tout est sur un pied d'égalité, ce sont des données. Et à partir de ces données, on va rendre une décision probable. C'est une désubstantialisation du droit, ce que disent certains auteurs, c'est une factualisation du droit, ce que disent d'autres auteurs, et c'est donc finalement un système qui n'est plus aussi noble qu'auparavant, et dans lequel le jugement, tel que je l'ai évoqué comme décision humaine, n'a plus de place importante. Alors pour conclure, les logiciels prédictifs, pour moi, et donc dans le cadre des Legal Tech, fait partie de ce grand mouvement qu'on évoque aujourd'hui, qui est celui du numérisme juridique. Le numérisme juridique, on parlait de positivisme juridique, de naturalisme juridique, de réalisme juridique. Le numérisme juridique, c'est un monde dans lequel les algorithmes font le droit et font la loi, dans lequel les nombres gouvernent, dans lequel les faits l'emportent sur le droit. Et donc un monde qui, à mon sens, est un monde très dangereux, ultra-libéral, où tout peut être quantifié, et où on a tendance justement à raisonner en termes de gestion, en termes de solution, plutôt qu'en termes de décision. Et ça, je trouve que ça fait très très peur. Alors pour finir, je citerai Hugo dans Matrix. Et Hugo dans Matrix disait la chose suivante. Il disait « N'envoyez pas un homme faire le travail d'un programme ». Eh bien à l'inverse, je pense aujourd'hui qu'il faut évoquer une autre formule, c'est « N'envoyez pas un programme faire le travail d'un homme ». À méditer.